Voilà, nous sommes à l'écran. Quelqu'un dans l'audience voudra bien nous le confirmer sur le chat. Merci, merci d'avance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle et 8e, je crois, mini-conférence 30 minutes pour demain que Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci, a pris l'initiative de lancer pour eh bien, continuer de réunir et d'animer la communauté de ceux qui pensent, qui conçoivent et qui réalisent les villes ou les infrastructures de demain. Vous savez que nous vous réunissons très régulièrement à Léonard Paris, notre lieu d'innovation et de rencontre dans le 12e arrondissement. Bien évidemment, la crise sanitaire nous contraint à reporter l'ensemble de nos événements donc sur ce format en ligne, sur cette plateforme Hopin, sur laquelle nous avons déjà été nombreux à nous rencontrer au cours des précédents jours. Je le rappellerai tout à l'heure en fin de conférence, mais nous avons également rendez-vous ce soir à 18h30 pour parler de transition énergétique et plus spécifiquement d'efficacité et de sobriété énergétique. Pour cette 8e rencontre, donc, c'est la Fondation Vinci pour la Cité qui a invité Nicolas Dietry du collectif, qui est l'un des fondateurs, le fondateur du collectif Yes We Camp, que certains d'entre vous connaissent certainement pour ses interventions, notamment à Paris, autour donc de l'hôpital, de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, mais nous le verrons avec Nicolas, ce n'est pas le berceau de Yes We Camp, ni son seul terrain d'expression. La Fondation Vinci pour la Cité, c'est une fondation d'entreprise qui a été créée en 2002 et qui soutient des projets associatifs qui apportent des solutions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes démunies, qui encouragent des initiatives sur les territoires d'intervention des entreprises de Vinci et qui illustrent la volonté de ce groupe d'être un partenaire durable des communautés auprès desquelles il intervient. La fabrique favorise donc l'engagement des collaborateurs de Vinci, soutient des associations et développe l'entrepreneuriat social, et c'est l'un des aspects que nous allons aborder aujourd'hui. Nicolas, je le disais, Nicolas Détry est fondateur et directeur de Yes We Camp, qu'on a connu donc via les grands voisins, mais bien d'autres interventions d'urbanisme transitoire ou d'urbanisme temporaire. Cette notion d'urbanisme transitoire, elle se rapproche de ce qui pourrait être presque une utopie. Elle parvient en tout cas à construire ce que beaucoup croyaient impossible. Donc dans les banlieues ou dans les centres-villes, l'association qui est devenue une entreprise sociale, il faudra nous raconter ce parcours, s'est spécialisée dans le déploiement donc précisément de projets urbains éphémères, avec pour mot d'ordre, et ça va être le cœur de l'intervention de Nicolas aujourd'hui, le vivre ensemble. Nicolas donc va nous parler des différentes façons et des nouvelles façons d'habiter finalement ce paysage urbain et nous parler des interventions d'urbanisme transitoire donc de Yes We Camp et peut-être de ce que la crise lui semble nous apprendre de la ville et des futures façons donc d'y intervenir. Voilà. Nicolas, c'est à toi. Et je vous rejoins donc comme d'habitude. Je vous invite tous et toutes à poser vos questions sur le chat dans la partie donc droite de votre écran, des questions que je rassemblerai à la fin donc de l'intervention de Nicolas pour les lui poser en votre nom. À tout de suite. Ok, je crois que c'est à moi de commencer. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être ici, en ligne, à distance. Je m'appelle Nicolas Détry. Je vais vous parler d'Yes We Camp. Tout de suite, je suis à Marseille, confiné. Donc, j'habite à Marseille. Yes We Camp a démarré à Marseille. Je vais vous le raconter. Je suis confiné avec les enfants et effectivement, je pratique pas mal le travail à distance, comme vous, j'imagine. J'ai réuni pas mal de photos pour vous présenter notre activité, parce que vous verrez qu'elle est assez visible. Mais pour vous en dire un mot d'abord, nous, ce qui compte le plus pour nous avec Yes We Camp, c'est de se donner la possibilité d'essayer de faire différemment, de s'organiser différemment pour tout ce qui touche à la vie quotidienne. Notre perception, c'est que dans le monde actuel, nous sommes tous à un endroit qui nous apparaît comme trop passif, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de services quotidiens qui sont organisés soit par le service public, soit par le marché, dont nous, citoyens, sommes les consommateurs, les clients, les bénéficiaires, mais dont nous ne sommes pas coproducteurs.
Et effectivement, on en parlera plutôt à la fin, le lien avec ce qui se passe aujourd'hui et cette crise sanitaire qui vient bouleverser les chaînes de production et de distribution. On voit fleurir tout un tas d'initiatives qui réinterprètent les enjeux quotidiens de s'alimenter, de prendre soin des autres, de s'occuper des enfants, d'apprendre, de prendre soin de ses grands-parents ou des personnes les plus fragiles ou les plus démunies. Et nous, là, ce qu'on voit du coup en grandeur réelle avec cette crise, on essaye de le faire exister de manière positive, sans qu'il y ait besoin d'une crise, dans des espaces déterminés. Donc, on prend un espace et on va décréter que pendant un certain temps, dans cet espace-là, on a le droit de faire différemment. On bat les cartes, on a le droit de faire des règles différentes et nous, tout notre métier, ça va être d'être capable de faire venir du monde, si possible du monde différent, différents les uns des autres, et de passer un message de liberté et de possibilité dans le but de réveiller la volonté d'implication qu'on estime exister au fond de chacun de nous. Et cette manière, donc on appelle ça la capacité collective, de se dire que ensemble, on est capable de déjà s'organiser beaucoup sans forcément qu'il y ait des services organisés par d'autres pour nous-mêmes. Le petit exemple qu'on peut pour se projeter, on peut se dire il y a fort à parier que si on prend 100 êtres humains, on les met dans une forêt, en quelques jours, ils arriveront à trouver les compétences chez les uns, chez les autres et l'organisation nécessaire pour abriter les personnes, prendre soin, soigner, manger, construire. Voilà, donc c'est, je pense, une manière de faire qui peut nous permettre de changer d'air et de vivre de manière cohérente avec les limites physiques de notre planète, si tant est qu'on soit encore 8-9 milliards à y habiter. Allez, je commence avec YesWeCamp. Alors, je vais partager mon écran. Si jamais il y a des problèmes techniques, j'espère que quelqu'un me le dira. Hop, c'est ici, partager. Voilà, normalement, on est bon. Je continue. Voilà, YesWeCamp, un petit logo, une tente, une étoile, dormir dehors, donc l'expérience physique des corps. On est une association, c'est créé il y a 7 ans, on a une petite centaine de salariés en ce moment, c'est saisonnier, donc on monte à 100 en été, on descend à 85 ensuite. On a aussi tout un réseau de volontaires réguliers et petit à petit, on a créé une économie. Aujourd'hui, l'année dernière, c'était 5 millions d'euros. Donc, en partant de rien il y a quelques années, là, on a un volume d'activité qui est assez important. On gère des sites en direct, je vais vous montrer des photos, et on intervient aussi de manière ciblée par des missions, soit des commandes pour fabriquer des installations physiques, artistiques, participatives. Donc, on a fait ça sur les Perches de Seine à Paris, sur le toit de plusieurs musées à Marseille, à Roubaix. Et on a monté aussi l'année dernière un diplôme universitaire qui s'appelle Mise en œuvre d'espaces communs pour partager notre expérience, parce que ces dernières années, on a été très, très sollicité pour intervenir dans beaucoup d'endroits. L'année dernière, on avait 7 projets en parallèle et ça fait beaucoup. Donc, on préfère partager notre expérience que multiplier les sites qu'on gérerait nous. Allez, quelques images. Donc, YesWeCamp, c'est un groupe de personnes plutôt créatives, mais de différents métiers. On a des architectes, des constructeurs, des artistes, des graphistes, et aussi des gestionnaires, des régisseurs, des cuisiniers, des barman. Et ce qui nous réunit, c'est la volonté de faire les choses différemment, de business as usual, avec cette petite équation, nos 2 valeurs qui sont l'hospitalité et la créativité, et qui ensemble, c'est ce qu'on vérifie à chaque fois, créent une capacité collective. Donc dans la créativité, il y a la part d'audace, de freestyle, qui existe dans la plupart de nos projets. Il y a un côté de liberté aussi, en se disant qu'aujourd'hui il manque, c'est quelque chose qui peut manquer en ville. On choisit beaucoup. C'est toujours la balance entre sécurité et liberté. On l'a fait pencher vers la sécurité et on se dit qu'il y a besoin davantage d'élan. Et l'hospitalité. Dans l'hospitalité, il y a le côté être disponible pour accueillir. Accueillir, c'est beaucoup de travail physique. Quand on accueille des personnes, il faut s'assurer qu'ils puissent boire, aller aux toilettes, manger, s'asseoir. Et c'est dans ce mot hospitalité, il y a aussi cette intention de porter du soin aux autres, aux personnes qui sont moins mobiles, moins à l'aise, qui se sentent pas forcément légitimes quand elles sont dans des espaces partagés, et qu'elles puissent aussi accéder à ces valeurs de panache et de créativité.
Alors, voilà quelques photos là pour commencer de notre premier projet qu'on a fait il y a 6 ans et demi, enfin il y a 7 ans, en 2013, quand Marseille était capitale européenne de la culture. Nous, on s'est dit, ok, c'est super, il y aura des nouveaux musées, des nouvelles expos, mais ce qu'on va faire, c'est de prendre un espace et d'y fabriquer une sorte de ville utopique. Donc, on a eu cet espace que vous voyez là en rouge qui appartient au port de Marseille. Ça a été une longue lutte de l'avoir. On l'a eu en avril de l'année 2013, on l'a rendu en novembre. Et entre les deux, on s'est lancé, on est parti avec zéro argent. Enfin, on est parti très insouciant et on s'est lancé dans un immense chantier où il y a des constructeurs qui sont venus de toute l'Europe pour nous aider. Les voisins aussi nous ont aidés et jusqu'à fabriquer un endroit où 200 personnes pouvaient passer la nuit chaque soir. Donc il y avait des artistes en résidence et toutes les équipes de gestion du site, puisqu'il fallait 40 personnes par jour qui vivaient sur site, mais aussi des touristes, des personnes donc qui payaient pour passer la nuit. Ça faisait partie du modèle économique du projet. Donc il y avait comme ça au même endroit une conjonction entre des artistes, des riverains et des touristes, avec aussi une cinquantaine de jeunes en insertion qu'on a eu avec par différents partenariats avec la police judiciaire, avec l'école de la deuxième chance. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qui s'est mis en place de manière assez spontanée, presque dans cette mini-ville, qui a été assez active aussi. Donc il y avait beaucoup de concerts, il y a eu un mariage qui a été célébré aussi. Je bascule tout de suite après au projet qui nous a vraiment fait changer d'échelle, que vous connaissez peut-être. Il est à Paris, dans le 14e arrondissement. Il s'appelle Les Grands Voisins. Donc, ce que vous voyez en rouge, là, c'est l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc, la PHP décide de quitter ce site pour regrouper les fonctions sur d'autres sites, les fonctions hospitalières. Et la ville de Paris rachète le site, a l'intention de racheter le site pour en faire un quartier urbain supplémentaire, donc avec des logements et des équipements publics. À l'époque, il s'était dit qu'il n'y avait pas de place pour faire des commerces et de l'artisanat, mais d'ailleurs, ça fait partie des éléments qui auront changé suite au projet qu'on a réalisé, qu'on a appelé Les Grands Voisins. Donc, Les Grands Voisins, c'est cet espace. Première décision, c'est Martin Hirsch à la PHP qui se dit ça va forcément durer longtemps, le temps qu'on quitte tous les bâtiments et que les travaux commencent pour le nouveau quartier urbain. Je confie les anciennes chambres de l'hôpital à une association spécialisée dans l'hébergement d'urgence qui s'appelle Aurore. Et suite à ça, donc Aurore commence à mettre des personnes. On aura 600 à l'apogée du projet, donc ils sont hébergés. Voilà, il y avait des espaces libres au lieu d'avoir, il y a des gens dehors. Utilisons les espaces libres pour abriter les personnes démunies. Et la deuxième décision, c'est la ville de Paris, la mairie d'arrondissement, qui se dit ok, c'est très bien d'avoir cette fonction sociale, mais on veut que le site soit aussi ouvert au public, aux Parisiens, et que ce soit un endroit de pratique d'économie, de pratique publique, en plus, pas à la place, en plus de cette fonction sociale. Et c'est là où on est arrivé, nous. Donc, fin 2014-2015, la ville de Paris nous dit « Hey, Yes We Camp, est-ce que vous pouvez venir aux côtés de l'association Aurore, qui gérait donc l'hébergement d'urgence, pour ouvrir ce site aux Parisiens ?» Donc, nous, on dit « OK », on prend en gestion plusieurs bâtiments, on dit qu'on est responsable sur tous les espaces extérieurs. Et voilà, maintenant, je vais faire passer une série de photos. La fonction sociale avec toutes ces personnes hébergées. La fonction de développement d'activités économiques. Donc là, une fois qu'il y avait les 600 personnes qui ont occupé les chambres, on s'est dit bon les bureaux ou les chambres, ils peuvent aussi servir à accueillir des porteurs de projets. Donc que ce soit des professions libérales, des associations, des artistes, des artisans. Donc là, tous les petits noms que vous voyez, toutes les lignes, c'est autant de structures qui sont installées dans les différents bâtiments. Et on a eu jusqu'à 250. C'est une partie, cette partie du projet, elle a été gérée particulièrement par Plateau Urbain. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a eu des artisans, des espaces de coworking, toutes ces notions de maker, de fabrication dans la cité qu'on voit aujourd'hui, au moment de la crise où les gens se réunissent pour fabriquer eux-mêmes des masques, des respirateurs. C'est une dimension qui existe très très fortement dans les Grands Voisins. Une ressourcerie, plusieurs opérateurs qui travaillent en insertion. Tout ce qui mêle, on aime bien quand il y a du mélange entre art et science. Donc ici, c'était une serre en aquaponie. Et après, ce qui a été assez génial, c'est que cette cohabitation entre des personnes fragiles et des acteurs artisanaux, entrepreneuriaux, et elle a eu lieu dans les espaces extérieurs. Donc les anciennes routes de l'hôpital, on les a transformées vraiment à peu de frais. Nous, on a eu des interventions très low-tech, low-cost, et elles sont devenues en quelques mois une sorte d'espace public, une sorte de parc de quartier où on a enlevé toutes les voitures parce que c'était bien sûr un parking géant le temps que de la vacance au début, donc c'était un peu la bataille au début pour sortir les voitures. Et le public a super bien investi ces espaces. On a construit un hammam de plein air, des jeux, des pétanques, des espaces pour les enfants, des espaces pour se détendre, un camping avec des cabanes.
Et tous ces endroits sont devenus le lieu de mixité, de rencontre et de fabrication d'un vivre ensemble renouvelé. On a des restaurants aussi, c'est toujours important de pouvoir s'asseoir et manger. Les restaurants, on en a eu plein, avec différentes techniques, pour que au début, c'était nous, Yesoukamp, qui cuisinions, et petit à petit, on a ouvert la possibilité aux résidents des foyers de pouvoir eux aussi cuisiner, en leur apprenant le métier de cuisiner. Certains, depuis, ont ouvert des restaurants. Un même endroit, la lingerie, pour ceux qui ont déjà eu assisté à des concerts dans la lingerie, le soir, ces concerts, c'est très festif, mais en journée, on peut en faire d'autres usages. Et beaucoup d'événements dans les espaces extérieurs. On n'a pas fait des fêtes qui terminaient vraiment tard parce qu'il y a des personnes qui vivent sur site. Mais par contre, en journée, la semaine et le week-end, ça a été très animé. Et je termine avec ces quelques photos qui montrent, qui illustrent ce qu'on appelait en début de présentation la capacité collective, c'est de se dire, voilà, l'ensemble du dispositif permet de réveiller des envies d'implication. Et dans la bulle grand voisin, dans le chapeau des grands voisins, comme vous l'imaginez, on a des relations étroites avec la préfecture, avec la police, avec les pompiers, mais quelque part, sous le couvert des grands voisins, il y a un petit peu plus de liberté et de tolérance, et plusieurs des hébergés ont monté des petits business. Ils ont dit, tiens, moi je ferais bien un atelier coiffure, donc on a dit, ça peut s'installer là, vous avez besoin de quoi, et on vous laisse l'organiser. Cette personne qui était fondeur et qui a organisé des ateliers de travail du métal dans Paris qui ont très bien marché. Les grands voisins, ça nous a emmené à Venise, puisqu'on a été présenté dans l'exposition Lieu Infini à la Biennale d'architecture de Venise de 2018. Et c'est intéressant parce que là aussi, tout à l'heure, Mathieu disait, il n'y a pas que les grands voisins. Effectivement, Yesoukamp, on sait intervenir dans plein de contextes différents. Et on s'est dit, OK, on va à Venise, on sera présenté dans les giardini, dans l'espace où il faut payer pour rentrer. Mais nous, si on va aller au bout de notre idée de lieu infini, d'espace commun, faisons-en un. Et on a trouvé avec des Italiens et avec les commissaires de l'expo, l'agence d'architectes Encore Heureux, que vous connaissez peut-être, et tous les trois, dans ce que vous voyez ici, là, dans cette ancienne caserne militaire, on a, en 6 semaines de chantier, mis l'eau, l'électricité, des douches, une cuisine, un bar, des espaces pour dormir, soit à l'intérieur là, avec des dortoirs ou des espaces de tente. On avait 80 places. Et pendant de mai à octobre, il y a eu 4000 personnes qui sont venus dormir dans cette ancienne caserne militaire, et avec des ateliers, des workshops, des temps d'échange, une radio, plusieurs fêtes. Je passe à un autre projet. On vient à Marseille pour vous montrer une déclinaison possible du modèle grand voisin, avec un projet qui s'appelle Coco Velten dans ce bâtiment que vous voyez là, qui appartient à l'État. Donc c'est intéressant parce qu'on peut travailler souvent à l'initiative de mairie, mais là c'est la préfecture qui nous dit j'ai ce bâtiment vide, utilisez-le et faites un petit frère des grands voisins. Donc ce bâtiment on l'a pour 3 ans. On a dit OK, on va le prendre, mais on autofinance seulement à 2/3. On est dans un quartier politique de la ville assez difficile. On va pas avoir la même affluence que dans Paris Centre où on a réussi à autofinancer le projet. Et puis le bâtiment n'est pas si grand, donc on autofinance 2/3 et vous nous trouvez 200 000 euros par an pour financer le tiers restant. Et là, ce qui est intéressant, c'est la rapidité d'exécution parce qu'en 1 an, en gros, on a activé le projet. Donc au début, voilà, on visite le site, on regarde l'intérieur, on rencontre les riverains. On fait des premières ébauches avec les architectes pour se dire, là, vous voyez en bleu, c'est ce qui peut être l'hébergement d'urgence, 80 places pour personnes démunies. Dans les étages, les espaces de bureaux en jaune et en vert, les espaces publics. Ce projet, c'est important surtout dans un contexte de quartier fragile et pauvre, d'aller à la rencontre des riverains, des voisins, de leur présenter le projet, de les associer, d'aller dans les cafés. Puis on commence les travaux. Nous, on essaye vraiment de faire des travaux les moins chers possibles, parce que si c'est cher, il n'y a pas de sens d'avoir cette occupation transitoire de quelques années, c'est de 3 ans seulement. Donc on peint, il y a des endroits qu'on refait, d'autres qu'on ne refait pas. Là, aujourd'hui, dans ce bâtiment, il y a encore des espaces dans lesquels on n'a pas encore fait de travaux parce qu'on les laisse volontairement disponibles, indéterminés, avec une sorte c'est pour ça que ça s'appelle lieu infini d'ailleurs à Venise, c'est de se dire, il faut pas que les choses soient complètement finies. Si on veut de l'appropriation, il faut laisser de la place. Voilà. Et l'année dernière, là, donc c'était il y a 1 an pile, en gros, les premiers résidents sont arrivés, les premiers ateliers bureaux sont arrivés, on a ouvert la cantine, des espaces de travail pour se réunir, une grande salle, un toit. Et voilà, je passe, hein, vous voyez l'idée. Et le projet accueille du coup depuis 12 mois maintenant de nombreux événements et de nombreuses rencontres, tout en hébergeant 80 personnes de la rue,
en centre-ville de Marseille, alors que la mairie était claire sur le fait qu'elle ne voulait, il y avait déjà suffisamment de pauvres dans le centre-ville de Marseille. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup, quand on complète un dispositif social comme l'hébergement d'urgence, si on le fait tout seul, c'est un problème pour les riverains, mais si on le fait de manière hybride avec d'autres fonctions culturelles, économiques, artisanales, bah, c'est plus un sujet en fait. Il n'y a plus aucun problème avec les riverains sur le fait qu'on accueille 80 personnes dans cet endroit de Marseille. Je continue avec une illustration d'un projet. Pour le coup, c'était pour dire aussi qu'on n'est pas obligé d'intervenir que pour longtemps. Là, avec Caravanade, on a plusieurs unités mobiles qui nous permettent d'intervenir seulement à la journée. Donc, le téléphone sonne. Bonjour, une association de parents d'élèves. On voudrait monter un jardin partagé dans l'école. La directrice est d'accord, mais on n'a pas de moyens. Ok, bah venez les parents d'élèves, on va le fabriquer ensemble. Donc, on fait beaucoup de construction. On fabrique des ruches. On a aussi une caravane média pour organiser des ateliers radio, des enregistrements, du cinéma plein air. Donc, comme vous voyez ici, la finale de la Champions League dans les cités où on installe le grand écran en plein air. Deux derniers, maintenant, là, je vous ai montré des projets dans des bâtiments. Et nous, comme le premier projet qu'on avait fait à Marseille, on est assez bon dehors et on aime bien être dehors parce que dans les espaces de dehors, c'est plus facile quelque part de créer ces mécaniques de rencontres. Quand on est en bâtiment, on est quand même toujours chez quelqu'un, alors quand on est dehors, c'est plus facile de se sentir à l'aise et autorisé à être ici. Ici, on est dans les quartiers nord de Marseille. Vous voyez le grand centre commercial. Il y a un énorme centre commercial ici qui s'appelle Grand Littoral. Il y a plusieurs cités, la Castellane, la Bricarde, Plandau, la Viste. Donc c'est vraiment les quartiers nord de Marseille. Et au milieu, il y a cet espace vide d'un terrain vague qui appartient d'ailleurs au mari de Christine Lagarde et qui nous l'a cédé, enfin qui nous a dit allez-y, Essuie-Camp, faites des trucs, je vous le laisse pour 8 ans. Et tout commence comme souvent par beaucoup de rencontres. On essaie de ressentir le site, voir ce qui s'y passe, regarder les matériaux qu'il y a sur site, commencer à travailler. C'est toujours des petites choses, mais en fait, ça permet de faire office de déclenchement, notamment avec les voisins, parce qu'un projet ici, s'il n'est pas approuvé par les voisins, il peut vite brûler. On a organisé des événements, des événements à petite jauge, moyenne jauge, grande jauge, des ateliers. C'est le terrain où il y a les grandes lettres Marseille façon Hollywood, si vous les avez vus en arrivant à Marseille depuis l'autoroute. Voilà, je passe. On a mis des animaux, la présence animale, ça fonctionne assez bien. D'abord des ânes. On a dit à toutes les assos du quartier, les centres sociaux, les centres sportifs qui pouvaient utiliser le terrain quand ils voulaient pour faire du plein air. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes ont monté un centre équestre. Parmi les chantiers, le terrain est très en pente. On fabrique des escaliers avec les riverains comme d'hab, c'est toujours participatif, de la radio. Et là, en ce moment, on fabrique des bâtiments sur site pour pouvoir accueillir des porteurs de projets, pour que ce site soit, en plus d'être un lieu de loisirs, de sport, de plein air, soit aussi un lieu d'activité économique, comme par exemple installer un camping de plein air dans des bateaux qui étaient en train de croupir dans les ports. Et je termine avec un dernier qui concerne Vinci, puisqu'on est un projet qui se situe à 350 mètres à vol d'oiseau de votre futur siège à Nanterre. Là, vous voyez le terrain. Donc, ce projet, il est né d'un concours, d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en 2016 par Paris La Défense avec la ville de Nanterre et qu'on a remporté sur de l'urbanisme transitoire. Donc, on a ce terrain pour au moins 8 ans. Alors nous, en venant ici, le terrain est ici, le siège de Vinci est là, toute l'opération d'aménagement urbain, là, c'est tout cet ensemble-là, c'est 80 hectares, il y a 600 000 mètres carrés à construire. On s'est dit, bah voilà ce qu'on a fait aux grands voisins en créant toute cette dynamique, cette effervescence. Ça nous intéresse d'essayer de le faire à l'échelle de tout un quartier qui se transforme. Et pour financer ça, on propose un budget commun en se disant que toute personne qui va construire dans le quartier va mettre 5 € du mètre carré construit
dans ce pot commun. Et nous, comme on l'a fait au Grand Voisin, on gère ce budget commun pour faire en sorte qu'il se passe plein de choses. Donc l'idée est séduisante, la Défense a trouvé ça bien, les promoteurs à qui on en a parlé ont aussi trouvé ça bien, mais pour l'instant personne n'a commencé à payer. Donc nous, on attend de la Défense qu'ils soit un petit peu plus engagés sur le fait de faire exister ce dispositif pour financer de l'activation de quartier. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais bon, Yes We Camp, fidèle à nous-mêmes, on se dit c'est pas grave, on commence quelque chose, on verra bien comment ça se passe. D'ailleurs, ça me fait penser à une conférence French Impact qui a eu lieu à Léonard l'année dernière. C'est Pierre où j'avais présenté quelques projets des Camp, c'est Pierre Copé qui avait conclu en disant voilà, l'avenir appartient sûrement à la méthode Yes We Camp, puisque ils acceptent pour deux raisons. D'abord parce que ils mélangent beaucoup, ils mélangent les univers, ils mélangent les mondes, les savoir-faire, et ils se disent que l'argent n'est pas un problème, qu'il faut d'abord commencer, qu'il faut suivre l'énergie, suivre l'élan, et qu'on trouvera bien ensuite à financer. Donc en soi, c'est chouette, effectivement, c'est ce qu'on fait. Alors parfois, on le paye parce que il y a des projets comme celui-ci à Nanterre qui ne se financent pas encore aujourd'hui, mais effectivement, on a une attention forte au rythme des choses. Donc ici, voilà, et ce seront les dernières photos, des photos d'abord, comme d'habitude, on prend soin, on regarde ce qu'il y a, on construit un atelier, on crée un peu d'attractivité sur le site pour le rendre beau et puis pour donner des signaux visuels pour dire regardez, il se passe quelque chose ici. On met en place le fait de travailler collectivement avec les voisins. On a fabriqué des terrasses, des esplanades. Là, vous voyez en fond un bâtiment qui permet d'avoir nos bureaux sur site et des salles de travail. Dans cet espace, on a voulu planter des arbres. On s'est dit, les arbres, c'est toujours ce qui arrive en dernier dans un quartier. Et l'aménageur va acheter des arbres qui poussent dans des pépinières à 300 km de Paris. Peut-être c'est intéressant de commencer par ça, en fait. Au lieu d'avoir la première pierre d'un bâtiment, là, on a le premier arbre d'un quartier. Le problème, c'est que les terres étaient polluées. Donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est mis en contact avec les chantiers des gares du Grand Paris Express, et pour que à chaque fois qu'ils enlevaient de la terre fertile, ils puissent nous l'apporter. Donc là, vous voyez que le terrain, on l'a complètement remodelé, on l'a augmenté d'1 mètre. En gros, on a rajouté 1 mètre de bonne terre sur l'ensemble du terrain. Voilà, c'est une grosse aventure. Et ça y est, on a planté nos premiers arbres il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines avant le confinement, et Paris La Défense nous en a acheté 110, donc c'est un début. Le site vit au quotidien, voilà, il y a ces salles de travail qui sont disponibles en location. Vos collègues de Vinci viennent régulièrement y faire des réunions. On a comme souvent sur nos sites un sauna de plein air, des grandes tentes. On a fabriqué une yourte, comme vous le voyez là, pour accueillir des cours d'anglais pour enfants. Donc, si vous habitez dans le coin, envoyez vos enfants faire des cours d'anglais ici. Et voilà, et je termine avec ce site d'Égroux là qu'on voit ici en vue aérienne. Si on dézoome complètement, on se dit que en fait, il y a en ville, tout est très très défini et déterminé, et il y a peu d'endroits où on peut inventer les choses de manière différente. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'on se dit que c'est trop difficile aujourd'hui de savoir comment on doit faire pour vivre à 9 milliards d'êtres humains sur la planète Terre. Mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est de se donner la possibilité d'essayer. Donc c'est pour ça qu'on développe ces projets, c'est pour que des solutions locales, adaptables, contextuelles puissent naître naturellement. Et voilà. Merci beaucoup Nicolas pour cette très très belle présentation. J'espère que beaucoup d'entre nous ont découvert ou redécouvert Yes We Camp, et en particulier votre capacité à intervenir sur des très grands projets qui s'étaient déjà illustrés donc au Grand Voisin, qui est un site considérable que celui de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, et maintenant donc sur un quartier comme celui d'Égroux qui là encore est un grand espace. Je vais employer à dessein une formule un peu, disons, réductrice, mais on a un peu l'impression que vous êtes le chaînon manquant entre, mettons, les collectivités qui portent traditionnellement les objectifs d'intérêt général sur le terrain, et on pourrait dire les promoteurs qui ont les compétences et les moyens. Comment est-ce que vous le définiriez? Comment est-ce que vous définiriez votre nouveau rôle finalement dans la fabrique, disons, du tissu urbain, et quelles sont vos relations avec ces différents, avec les grands partenaires justement d'aménagement de projets comme ceux des quartiers dans lesquels vous intervenez? La définition que tu donnes, Mathieu, là, de chaînon manquant, me plaît plutôt bien. Enfin, en tout cas, je pense qu'on est une brique additionnelle où on est un laboratoire disponible pour tout le monde.
et nourri d'une intention d'intérêt général, d'intérêt public. Donc effectivement, nous on travaille très volontiers et assez naturellement avec des villes, avec des aménageurs publics, avec des musées, avec des scènes nationales, puis et en leur proposant une manière nouvelle de mettre en musique les missions d'intérêt général, et notamment en se disant que les choses n'ont pas forcément besoin d'être organisées seulement par du travail salarié et des process définis qui sont parfois rigides, mais qu'on peut solliciter la bonne volonté de tout le monde, l'implication. Donc on est des territoires d'implication possibles au bénéfice d'un intérêt général. Donc oui, on voit bien que ça peut être utile pour une ville et pour ceux qui fabriquent la ville dans le dur, dans le hard. Aujourd'hui, je pense que moi, je fais souvent un parallèle avec l'agriculture. Il y a 30 ans, on faisait après-guerre, on a fait de l'agriculture conventionnelle, avec de la monoculture, avec le pétrole, avec des engrais, et ça nous a permis de beaucoup produire de la nourriture. Et en parallèle, il y avait des initiatives assez éparses qui de faire différemment, qui aujourd'hui qui s'appelle l'agriculture biologique, et qui aujourd'hui fait figure de modèle alternatif, si bien que la politique publique essaye de faire passer, notamment par les cantines, du modèle conventionnel au modèle anciennement dit alternatif, mais qui est aujourd'hui un modèle crédible. Je pense que je vois une analogie avec la fabrique de la ville. Je pense qu'on est encore dans le conventionnel, donc comme l'agriculture quand elle était très mécanisée. Je pense que la manière dont on fait la ville aujourd'hui a des externalités négatives importantes. Je pense que c'est pas bien. Je crois pas beaucoup au fait que un promoteur puisse jouer le rôle d'un aménageur public, donc comme ce qu'on le voit avec Réinventer la métropole, ou la structure qui va s'occuper de créer un quartier entier avec 200 000 mètres carrés, par exemple, soit une structure qui va seulement construire et partir à peine le projet est-il livré. Je pense qu'il y a un enjeu très fort de continuité. Faut trouver les continuités entre le moment où on construit, éventuellement on conçoit, on construit, et le moment où ça vit. Un promoteur ou un aménageur, je pense qu'il ne peut pas se satisfaire de livrer un quartier comme on livrait un repas, un objet, en disant voilà, je vous ai livré, maintenant les habitants, vous vous débrouillez et vous habitez ici. La manière d'habiter dans un espace se construit dès le début, dès la conception, pendant la construction. Et ce métier de composition sociale, c'est un nouveau métier de la chaîne de la fabrique de la ville et qui doit être ajouté à celui actuellement opéré par les promoteurs et les aménageurs. Entendu. Alors, je propose d'organiser vos questions, la plupart plutôt sur un plan chronologique. C'est l'avant-projet, le projet lui-même, et puis enfin l'accompagnement de la sortie finalement de ces projets d'urbanisme ou d'intervention transitoire. Isabelle demandait, et là je pense qu'on est plutôt dans l'avant. Ça a sauté. Mathieu. On t'a perdu? Ah voilà, c'est revenu, mais j'ai eu une coupure là. Oui. J'ai l'impression que ta vidéo, voilà. Alors, je reprends la question d'Isabelle qui demandait si la médiation entre les différentes populations sur le site et avec les voisins se fait naturellement, ou est-ce que vous avez des procédés et des méthodologies et des personnes qui sont spécifiquement en charge justement de cette articulation? C'est un souci qu'on porte pour tous les projets. Le temps de réalisation, c'est avant le projet et pendant le projet. Il y a certaines personnes, on aura beau leur raconter ce qu'on compte faire, ça va pas forcément les toucher. Par contre, quand c'est ouvert, c'est à ce moment-là qu'ils viendront et c'est à ce moment-là qu'on pourra les embarquer. Et d'autres vont être davantage sensibles à être informés dès le début pour éventuellement d'ailleurs prendre part à la définition des fonctions du projet. Donc notre manière de le faire, c'est de s'exposer. Donc on se met dans la rue, comme tout à l'heure on a vu avec sur des photos où on met un parasol rouge, on offre des jus de fruits et puis on parle aux gens. On fait des visites. Et ensuite, le temps d'ouverture de projet est aussi un moment fort d'implication, puisque il y a un message à passer qui est celui de dire vous pouvez vous impliquer pour le passé. Nous, on aime bien
décalé, enfin que visuellement l'endroit ressemble à quelque chose d'inédit, pour qu'on soit obligé de se poser des questions. Quand on vient sur nos sites, ça ressemble en même temps à une école, à un parc, à un Fab Lab. Mais comme on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on ne reconnaît pas. Parce qu'on ne reconnaît pas, on va vouloir questionner. Et quand on questionne, on va comprendre qu'on peut s'impliquer. Et ensuite, il y a tout un ensemble de dispositifs. Il faut absolument répondre oui le plus souvent possible à des envies d'implication. Donc, ça veut dire que si on nous écrit, si on nous appelle, si on nous parle en disant la semaine prochaine, j'aimerais bien organiser ça, ben nous, il faut qu'on soit en capacité d'accompagner pour que cette réalisation puisse avoir lieu. Donc, ça veut dire aussi avoir des outils prêtables, enfin des espaces accessibles, des outils techniques qu'on puisse partager facilement. D'accord. Tu le disais à l'instant, vous avez donc toute une diversité d'intervenants et en particulier donc des bénévoles que vous intégrez au projet. Katie demandait quel était le statut précisément de vos intervenants sur le site. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment sont organisées les équipes d'un projet? On raisonne vraiment à l'échelle de l'écosystème fabriqué d'un projet. Donc nous, le rôle qu'on prend, on l'appelle opérateur socle, dans le sens où ce qu'on crée, c'est une plateforme d'implication. Donc nous, on a pas mal de métiers pour ça. Il y a tous les métiers techniques de gestion, technique, administrative du site. Et après, il y a les métiers, si vous voulez, c'est un peu une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est comme un syndic d'une copro. Donc, il faut que les choses, elles tournent et que les charges soient payées, qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, une sécurité, du soin, voilà. La deuxième charge, c'est l'attractivité. Donc là, il faut un nom, il faut une image, il faut communiquer d'une bonne manière sur les réseaux, dans la presse, auprès des voisins, avoir donc nous, on appelle ça la direction éditoriale. Et après, on a une troisième brique à notre fusée, c'est la cohésion. Donc, c'est le fait que sur cet espace, il y ait des personnes de profils sociaux variés et que ce soit pas seulement les personnes les plus mobiles, les plus à l'aise, les plus déjà légitimes qui soient là, mais faire en sorte qu'il y ait des personnes fragiles sur site ou qu'il y ait des voisins fragiles. Quand on intervient en quartier politique de la ville, ce qui est souvent le cas, hormis les grands voisins, mais tous nos autres projets, ils se passent la plupart du temps dans des quartiers abîmés. Pour toucher les voisins, il y a une attention particulière à avoir à cette cohésion. Donc, il faut entamer un dialogue et après, il faut avoir des enceintes d'échange. Donc, on a pour tous les projets des sortes de conseils de vie du projet, conseils des voisins, qui sont qu'une seule des parties, un seul des outils de la panoplie globale, parce que tout le monde n'est pas à l'aise à parler en public devant d'autres. Mais voilà. Alors, Katie, on ne va pas forcément rentrer dans toute la technicité, disons, du montage, mais Katie demandait quel était finalement leur statut au sens, j'allais dire même de responsabilité fiscale, sociale, etc., de la diversité de ces intervenants, dont certains sont effectivement bénévoles. Alors nous, sur le site, on prend la responsabilité juridique du projet, c'est-à-dire que on est responsable pour tout ce qui se passe sur site par rapport au propriétaire, donc qui lui-même est déchargé souvent. Donc on a des conventions de mise à disposition de ces espaces à titre gratuit. Parfois on demande une subvention même au propriétaire. Donc pour inverser la logique de je vous dois un loyer, on dit non, en fait c'est vous qui nous devez quelque chose parce que ce qu'on fait vous apporte une valeur ajoutée. Donc on prend cette responsabilité et on a des personnes salariées qui assurent la direction technique, la direction éditoriale, la direction de la médiation. Ensuite, ceux qui interviennent et qui font tourner l'écosystème, c'est soit les occupants, donc ceux qui sont dans le site, ça peut être des résidents, donc ça c'est les personnes de la rue qui étaient hébergées, c'est ceux qui nous payent une contribution aux charges, donc comme un petit loyer, tous les artisans ou les associations, les entreprises qui sont installées, on leur dit ok, vous allez être ici, vous allez payer une contribution aux charges, mais nous on attend aussi de votre part que vous vous impliquiez, donc c'est-à-dire que vous organisez des événements, que vous ouvriez vos portes, donc ça c'est une implication qui est naturelle, on va dire, et qui n'est pas forcément organisée par nous et qui n'a pas besoin d'un statut particulier. Celui qui est chocolatier dans le site des grands voisins, il peut naturellement faire des démonstrations de comment on fabrique du chocolat pour les autres résidents du site. Et ensuite, sur les bénévoles, qui n'est pas d'ailleurs un mot qu'on utilise beaucoup, enfin pour parler d'implication volontaire, nous, on n'est pas une œuvre sociale, on se dit pas il faut s'occuper de ces personnes-là et on a besoin de bénévoles. On se dit il faut transformer la manière dont on vit dans notre monde. Et pour la transformer, ça se passera si chacun produit
devient coproducteur d'une chaîne de services nouvelle. Donc les personnes qui viennent faire du bénévolat, entre guillemets, parce qu'effectivement, juridiquement, c'est des bénévoles, toute personne qui vient travailler une demi-journée par semaine sur nos sites pour faire de l'agriculture urbaine ou des cours de langue ou des constructions, elle signe un engagement bénévole, ce qui permet d'avoir une couverture juridique. Mais nous, on lui a pas demandé de venir. On a permis à cette personne d'utiliser son temps pour venir co-fabriquer la manière dont elle vit au quotidien dans sa ville. Oui. Et on fait parfois des petits calculs. Enfin, si on prend, si on veut, enfin, tout ça, c'est nourri de l'idée que notre ressource principale aujourd'hui, c'est le temps des gens. On dit, ceux qui travaillent beaucoup disent souvent qu'ils n'ont pas le temps, mais aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps qu'il y a 50 ans. Il y a beaucoup de machines qui font des choses à notre place. Donc, finalement, on a beaucoup plus d'heures disponibles à l'échelle de sa vie, chacun les uns des autres. Et si on prend simplement une heure par mois de tous les Français actifs, de 50 millions de Français, ça représente l'équivalent de 250 000 ETP, donc plus que la SNCF. Et si on prend une heure par semaine, ben voilà, ça fait 1 million d'ETP qu'on met à notre service. Donc, est-ce que chacun de nous, on serait prêt une heure par semaine d'aller œuvrer, d'aller contribuer à une chaîne de production différente pour fabriquer la manière dont on vit au quotidien? Si la réponse est oui, on voit tout le potentiel qu'on a sur des services nécessaires à la vie quotidienne qui vont comment on s'occupe des enfants, comment on s'occupe des personnes âgées, comment on fait à manger, comment on gère nos déchets, comment est-ce qu'on apprend les choses, comment est-ce qu'on va faire du sport, comment est-ce qu'on pratique la nature, comment est-ce qu'on se réapproprie la notion de partir en vacances, la notion de loisir, la notion de pratique artistique. Et ben, tous ces éléments qui sont des composantes, je pense qu'on le voit là pendant ce temps de confinement, qui sont des composantes importantes, structurelles pour notre épanouissement en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, et ben celles-ci, elles peuvent être composées comme ça dans une sorte de réciprocité naturelle les uns envers les autres, des espaces dans lesquels on habite chacun de nous. Mathieu, je t'ai reperdu. De votre côté de l'écran. Oui. Voilà, je suis là. Voilà, donc voilà. Bon, on t'avait perdu. Oui. Mathieu, ouais. Oui, te revoilà. Bon, je suis désolé, on a quelques difficultés techniques. Voilà, donc je reprends la question de Laurence qui nous demandait qui investit, qui pose la question finalement de l'économie de vos projets et posait la question de qui investit dans le mobilier et dans les équipements. Et il y a une question subsidiaire que j'ai envie de te poser, qui est comment, au fond, votre modèle économique un peu frugal peut inspirer des actions plus traditionnelles d'aménagement ou de promotion. Alors, tous les déploiements, les équipements, les dispositifs et toute la programmation culturelle et pédagogique gratuite qu'on offre sur site, c'est nous qui la payons en tant qu'opérateur du projet. Et attendez, je peux peut-être vous montrer un truc. Ah non, je l'avais pas mis. Chaque projet va développer son propre modèle économique avec une partie d'autofinancement, une partie de financement extérieur. L'autofinancement, l'idée, c'est d'avoir des contributions aux charges de tous ceux qui pratiquent le site. Donc, dans le cas, quand il y a de l'hébergement d'urgence, ils vont payer 6 euros. Nous, on demande à l'opérateur d'hébergement d'urgence de nous payer 6 euros par nuitée par personne. Aux entreprises, artisans qui ont des espaces de travail, on va leur demander tant d'euros, une sorte de loyer en euros par mètre carré. Donc, à Marseille, c'est 10 euros par mètre carré par mois. À Paris, c'est plutôt 18. Et les commerçants, on prend un pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, en tout cas, on essaie de trouver des manières adaptées aux différents modèles économiques des différents
occupants de nos sites. Et donc, ça nous crée un budget commun qui se compose avec l'ensemble de ces contributions aux charges et auxquelles s'ajoutent les privatisations de salles. Une fois qu'on a créé de l'attractivité sur le site, une renommée, comme c'est le cas avec les grands voisins, il y a des entreprises ou des structures qui veulent faire des événements, louer une salle pour 200 personnes pour la journée. Bon, ben voilà, ça coûte 2 000 euros. Enfin, on se met sur des prix de marché là-dessus. Et ça vient aussi compléter l'économie du projet. Donc, on a les contributions aux charges payées par tous les occupants, les recettes directes qui sont surtout les privatisations de sites. Et ensuite, si c'est pas suffisant, on sollicite des financements extérieurs qui viennent soit du propriétaire, soit des subventions publiques, soit des subventions privées, qui complètent le modèle. Et on est à 180 € par mètre carré par an à peu près dans les espaces bâtis. Et dans les espaces extérieurs, c'est un peu plus variable, mais c'est 20 ou 30 par mètre carré par an. D'accord. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une économie qui est très temporalisée. Ouais. Tout à l'heure, vous avez employé le mot investissement. Il y a des investissements à faire, mais ils sont à faire que pour 3 ans. Ou même parfois, on fait d'autres projets, ils durent 2 semaines. Des projets plus artistiques qu'on a fait à Bordeaux, Martigues, Clermont-Ferrand. On nous demande de faire une installation pour 2 semaines. Donc, il y a de l'investissement, mais il faut simplement qu'elle se rentabilise sur un temps beaucoup plus court. Quand on est dans l'économie du bâtiment, là, à Coco Velten, à Marseille, on a fait 100 € d'investissement par mètre carré, ce qui est très faible par rapport au prix que connaissent les entreprises en général quand on veut faire une réhabilitation, mais parce qu'on sait le faire de manière assez maligne et en faisant des chantiers participatifs, en ne refaisant pas tout, en faisant juste le minimum pour être en sécurité, pour créer une identité forte. Alors, tu nous offres une jolie transition vers la question de Stanislas. Tu disais au début que vos projets étaient régis finalement par des règles différentes, mais il y a quand même un cadre normatif qui est le même pour tous. Et la question, c'est comment précisément vous vous accommodez des normes. Stanislas demandait plus spécifiquement comment ça se passe, par exemple, avec une commission de sécurité lors de l'ouverture de vos projets, et est-ce que le caractère transitoire aide à l'approbation en commission ou non, puisque les normes actuelles sont évidemment pas très évidentes pour gérer des reconversions, et en particulier peut-être des reconversions à bas coût. Des reconversions à bas coût, et surtout quand on va après avoir dans un même couloir, un même bâtiment, de l'hébergement, des activités artisanales avec des fours à céramique par exemple, et des ERP, des établissements recevant du public. Donc effectivement, c'est des bons casse-têtes, mais il n'y a pas de réglementation dédiée pour les projets temporaires. On est soumis aux mêmes règles notamment sur les ERP, donc sur la sécurité des publics. Mais on a des dérogations, on sollicite des dérogations plutôt sur le handicap, donc sur les accès handicapés. Et le fait d'être dans des temporalités courtes, souvent nous aide à avoir une approbation sur ces demandes de dérogation. Et on travaille aujourd'hui avec des notaires qui sont les notaires, un gros cabinet qui travaille avec le gouvernement sur la fabrication de lois pour voir si on pourrait pas faire exister une réglementation spécifique à ces projets de temps court pour qu'ils puissent être mis en œuvre plus facilement. Et en vérité, on est souvent dans des zones grises. Enfin, les commissions de sécurité passent, on a des bureaux de contrôle, donc on met pas en danger les publics, mais on est parfois dans des cases, on n'existe pas vraiment dans les bonnes cases. Donc pour nous, une fois qu'on a vérifié qu'on mettait pas en danger les publics, on s'autorise à ouvrir, mais il n'y a pas forcément eu les changements de destination sur les documents légaux de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui est devenu tous les usages que vous avez vus sur les photos. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une forme de soutien politique fort dans les villes, enfin dans les espaces dans lesquels on intervient, parce que voilà, on va être dans des zones floues de l'égalité qui, une fois encore, on est dans les clous pour toute la sécurité des personnes, mais en termes de dénomination juridique, on peut être dans des zones floues. Et c'est ce sur quoi on travaille avec le groupe de travail avec les notaires, pour faciliter la manière de faire des projets comme les nôtres. Intéressant. Donc ça ne se fait pas sans hacker un peu les règles, effectivement, et le cadre de contraintes. Question concernant l'après-projet. Laurent soulignait que donc ce sont des structures éphémères et nous demandait comment sont accompagnés les porteurs de projets ensuite. Et les équipements, j'allais dire, de la déconstruction à, pourquoi pas, leur recyclage et leur recirculation vers d'autres projets. Nous, notre parti pris, c'est que on est responsable pendant le temps présent de ces projets,
et qu'on ne peut pas être en situation de devenir responsable des 250 structures qui ont été accueillies au Grand Voisin. Il va falloir qu'à la fin du projet, elles trouvent d'autres points de chute. Et voilà, une fois, ceci dit, après, on est évidemment actif sur le fait de pouvoir aider chacune des structures à pouvoir déménager, sachant que nous, notre intérêt, c'est que évidemment les fins de projet se passent bien et qu'on respecte la parole donnée qui est de partir à l'heure dite. Quelque part, notre capital principal, c'est la confiance. C'est la confiance qu'ont en nous les propriétaires et les autorités de police et de sécurité incendie. Donc partir à l'heure, c'est important, et pour partir à l'heure, il faut que tout le monde accepte de partir. Donc le plus simple, c'est quand chacun a trouvé une manière, un nouveau point de chute. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des projets qui se créent dans le berceau de nos occupations temporaires et qui ensuite, au bout de 3 ans, sont capables d'aller dans le marché normal pour prendre un bail commercial. Donc là, quelque part, on peut se féliciter collectivement d'avoir été un endroit de création de valeur économique, un endroit de création d'entreprise. Pour celles qui sont encore fragiles, elles peuvent aller dans d'autres espaces d'occupation temporaire. Plus ces projets créent de la confiance, plus ils vont se déployer. Et des grands voisins, quand il y en a qu'un seul, c'est compliqué. Pour les hébergés d'urgence, pour les foyers d'hébergement d'urgence, autant que pour les 200 structures installées. Mais si on avait 5 à Paris, ce serait moins compliqué. Il y aurait une sorte de liquidité et une possibilité de déploiement d'un espace, d'un espace souple. J'aime bien les appeler des espaces souples parfois, parce que je trouve que ce qu'on a plus que les autres, c'est de la souplesse, et donc d'aller d'un espace souple à l'autre. Alors, et nous, les matériaux, évidemment, on les garde. On fait beaucoup d'économies circulaires à l'échelle de tous nos projets. D'abord entre nos projets, parce que c'est le plus simple. Enfin, une fois qu'on a acheté ou récupéré du bois ou des outils de cuisine professionnelle, évidemment qu'on va les déplacer sur nos autres sites. Et si nous, on n'en a pas besoin, on va s'inscrire dans d'autres réseaux d'économie circulaire. Merci. Peut-être une dernière question. Alors, bien évidemment, cette souplesse et cette vocation transitoire, elle est consubstantielle, déterminante de vos projets. Mais Julien soulignait que des expériences réussies comme celle des grands voisins ont fait souhaiter souvent à ceux qui ont visité les sites et qui en ont souhaiter qu'on puisse pérenniser tout ou partie, disons, de ces installations. C'est un peu paradoxal. Vous ne construisez pas pour durer, mais néanmoins vous vous inspirez, disons, de la permanence. Comment est-ce que vous gérez justement cette transition ou cet accompagnement du transitoire vers du permanent ou semi-permanent? Alors nous, quand on se déploie sur un site avec notre force, avec notre élan, avec nos constructions, on n'a pas d'avis sur la temporalité que doit durer un projet. Nous, on construit, on s'engage pour qu'il existe des choses dans ce moment de présent qui durent 2-3 ans ou quelquefois moins longtemps, comme vous avez pu le voir sur les photos. Et ensuite, si un jour il est l'heure de partir, comme au Grand Voisin, parce que derrière il y a un projet urbain dans lequel on croit, avec moitié de logements sociaux. En plus, on a pu le compléter, ce projet urbain, par l'effet des Grands Voisins. Il y a eu des choses nouvelles qui sont apparues dans le programme urbain du futur quartier Saint-Vincent-de-Paul, avec de l'hébergement d'urgence, avec de l'artisanat, des commerces avec des baux pas chers, et puis une vocation d'intensité culturelle qui n'existait pas avant qu'on vienne. Donc quelque part, le projet a transformé l'avenir. Et puis dans d'autres sites, je pense au projet Coco Velten à Marseille, c'est possible que le programme qu'on y déploie aujourd'hui finalement reste 3, 5, 10, 15 ans. En fait, on est presque à l'échelle de la ville, on est un CDD, et après on peut confirmer ou pas par un CDI. Donc soit on est saisonnier, c'était bien de faire ça pendant ce temps-là, et après il n'y a plus besoin et on arrête. Soit finalement on confirme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer. C'est vraiment de se donner la possibilité, avec souplesse, d'accueillir les énergies du moment. Et ensuite, ce qu'on fait de ce qui a été réalisé, soit ça doit s'en aller parce que ça doit partir, soit finalement on décide que ça reste, et puis soit on en fait un dispositif qui se réplique. Je termine avec un exemple. En ce moment, donc confinement, on ferme évidemment les espaces publics des grands voisins et puis notre restaurant. On se dit bon bah voilà, on a des cuisines qui sont vides, elles servent pas, et il y a forcément des personnes qui ont besoin
manger, quoi. C'est les personnes démunies. Donc, on s'organise avec des personnes de l'écosystème des grands voisins. Et aujourd'hui, on prépare 5000 repas par semaine qui sont distribués aux personnes démunies. Et tout ça, c'est organisé en quelques jours. On l'a fait sur nos propres deniers au début avec nos propres énergies. Et maintenant, on est en lien avec la PHP et la ville de Paris pour que, voilà, là, on va produire 30 000 repas dans les 2 prochaines semaines, il faut que ça puisse être financé avec des coûts bas et dans une logique qui permet toujours du bénévolat, de l'implication volontaire, des croisements, des partenariats. Mais voilà, c'est un nouvel exemple, en tout cas, que quand il y a des espaces qui s'auto-décrètent comme des espaces d'invention possibles, finalement, les énergies pour créer ces nouveaux dispositifs adaptés au moment, adaptés au contexte, bah, ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on fera ensuite de cette production alimentaire, pour reprendre la question sur la fin? Bon, on verra. Si ça se trouve, si on voit que ça a créé une bonne équipe et que cette manière de produire des repas, ça crée des repas de meilleure qualité que ceux qui sont habituellement fournis dans les hébergements d'urgence, bah, peut-être qu'on pourra le maintenir. Et puis, si ça s'arrête parce que ça a besoin de s'arrêter, pas de problème. Mais en tout cas, la société civile, la société dans son ensemble, aura eu la possibilité d'être réactive pour fabriquer les solutions adaptées aux nécessités du moment. C'est une belle conclusion d'actualité, bravo. Donc, parce que c'est un exemple, disons, d'adaptativité et de résilience de ces projets. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous et à toutes. Je vous propose d'en rester là, enfin pas tout à fait, puisque comme à chaque fois, je vais vous proposer à la fin de cet échange donc de rejoindre l'onglet Networking qui se trouve à gauche de votre écran et sur lequel vous aurez la possibilité d'échanger avec d'autres membres de l'audience si vous voulez poursuivre un peu la discussion et peut-être Nicolas, donc si tu veux te joindre à nous en cliquant à gauche. Merci encore à tous. Je vous rappelle que ces rencontres, nous les organisons quotidiennement. Nous aurons 2 architectes pour finir la semaine. Dimitri Roussel qui parlera de construction durable. Dimitri Roussel qui est un architecte qui est notamment intervenu sur le projet de l'Arbre Blanc à Montpellier, qui est un projet qui bénéficiait de beaucoup de visibilité et qui a pris le parti du bioclimatisme et qui de ce point de vue-là devrait en intéresser beaucoup parmi vous. Et Philippe Giambaretta, enfin vendredi à 14h, qui lui viendra parler de la façon dont il a développé une vision pour les Champs-Élysées en 2030. Alors c'est un peu décalé parce que les Champs-Élysées, les images qu'on en voit aujourd'hui sont plutôt celles d'un grand désert urbain. Malgré tout, il a quelques visions d'avenir plus encourageantes, disons, à nous présenter. Et enfin, dès 18h30 aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure en ouverture, un peu plus haut dans le chat, nous vous invitons à parler de transition énergétique et en particulier d'efficacité et de sobriété énergétique avec un nouveau panel d'intervenants ici même, toujours dans le chat un peu plus haut, avec vous. Merci encore Nicolas et à tout de suite donc à tous sur l'espace networking. Et à bientôt.